Les Margerins forment une famille sans histoire. Le père est employé au PTT, la fille aînée, Suzanne, est demoiselle des postes. La seconde, Eulalie, vient de passer son brevet et espère, elle aussi, devenir fonctionnaire. Le fils aîné, Albert, n'a pas autant d'ambition, mais il entrera sans doute à la poste. Il n'a que 17 ans. Quant à Siméon, couvé par sa maman, il n'a que 3 ans et toute la vie devant lui. Mais ce soir, 30 août 1944, la ville est muette. On entend des cris, des bruits de moteurs. Les Boches foutent le camp. C'est l'instant crucial. Derrière leur volet clos, au 16 de la rue du Carmel, les Margerins, comme toute la ville, écoutent les bruits extérieurs. Et pas de doute, il se passe quelque chose. Jamais on n'a entendu autant de schnell et de commandements gutturaux. Les bruits de moteur, le choc des caisses qu'on jette précipitamment dans les camions, les bottes cloutées qui courent sur les pavés ronds, ce n'est pas le moment de mettre le nez dehors. Camille Margerin tient Siméon dans ses bras et lui chante une vieille chanson qu'elle tient elle-même de sa grand-mère. Le père Anatole est étendu sur le lit. Il attend l'heure de la soupe en écoutant les bruits de la rue. Eulalie révise. Albert, le fils aîné, prépare son matériel de pêche. Si les Boches se font la malle, je n'ai plus à m'en faire pour le STO. Le père approuve. Espérons. Je te voyais mal parti en Allemagne, surtout qu'en ce moment, ils en prennent plein la gueule, question bombardement. La mère intervient. Toi, t'as encore écouté la radio anglaise. Encore un peu plus, et tu te mettais à faire de la résistance. Le père hausse les épaules. Il n'éprouve pas le besoin de dire à toute la famille que la résistance, il la connaît un peu, qu'il rend des services, coupe des fils téléphoniques, transmet des messages, enfin, des bricoles. Pas de quoi obtenir la Légion d'honneur. À peine de quoi se faire déporter. En entendant parler de résistance, Suzanne, la fille aînée, se ronge les ongles, un peu plus que d'habitude. La résistance, elle la connaît par un collègue de travail, Noël Laborie, une jolie brune dynamique, qui est son chef de service, enfin qui était son chef de service, car un jour, en plein service justement, la Gestapo est arrivée à la poste et a emmené Noël comme son frère Jean-Michel, car lui aussi, ils ont été l'arrêter. Il paraît qu'il faisait vraiment partie d'un groupe de terroristes. En tout cas, ils auraient été torturés et déportés. Les mauvaises langues disent qu'ils ont été dénoncés tous les deux par un collègue de travail, une mauvaise, qui aurait voulu prendre la place de Noël. Suzanne soupire. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Albert s'étonne. Tu ne vas pas me dire que tu regrettes les Boches? Non. Mais au moins, tant qu'ils étaient là, on était tranquille. Effectivement, les Allemands quittent la ville. Dès le lendemain matin, les portes et les volets s'entr'ouvrent. Les plus hardis courent jusqu'aux entrepôts qui servaient de cantonnement aux Fridolins, à l'entrée de la ville. Plus un chat. Des caisses éventrées, du matériel abandonné. Pas une âme. Ils sont partis. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et aussitôt des drapeaux tricolores fleurissent à toutes les fenêtres, même celles de maisons où l'on appréciait plutôt la collaboration. Et sur la place de la Halle, les plus rapides ont installé des tréteaux recouverts d'un drapeau bleu-blanc-rouge, avec une banderole, comité de libération et d'épuration. On fait déjà la queue pour s'inscrire, recevoir des jolis brassards frappés de la croix de Lorraine, et pour déposer des lettres de renseignement. On n'en est déjà plus aux lettres anonymes. Il paraît qu'ils ont attrapé la Berthe Grandenau. Ah, cette salope, bien fait pour elle. Il y a encore un mois, je l'ai vue au bras d'un officier. Ils ont eu le culot d'aller dîner tous les deux à l'auberge du Mouton Doré. J'espère qu'elle va comprendre sa douleur. Il ne risque plus rien. Ils l'ont fusillé auprès du cimetière. Et ils l'ont laissé à poil sur place. Les nouvelles et la justice expéditive vont vite. Suzanne n'aura pas l'occasion d'en savoir davantage. Dès le lendemain matin, des coups de crosse ébranlent la porte en chêne des Margerins. Camille, la mère, demande « Qui est là ?»« Comité de libération !» Elle ouvre sans méfiance. « Oui, Suzanne !» Suzanne est là, aplatie, le long du buffet Henri II, pétrifiée. D'une voix étranglée, elle demande « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Tu le sais bien, salope !» Et voilà Suzanne empoignée. Elle en perd une de ses sandales et se retrouve dans la rue. Déjà dehors, une foule hurlante et un peu hilare attend sa sortie. « À mort! Fusillez-la! Elle les regrette, ses copains Boches, hein ?» Suzanne, c'est ce que cela veut dire. On l'entraîne jusqu'à l'allée des Platanes, là où il y a quelques jours, elle se promenait avec ses copines. D'ailleurs, les copines, elles sont là dans la foule. À travers ses larmes, Suzanne croit bien qu'elles aussi, elles hurlent avec les loups. Suzanne se retrouve avec 3 autres malheureuses. Il y a Désirée Planchard, la serveuse de la brasserie, celle qui souriait aux Allemands quand ils lui pinçaient la taille ou quand ils lui glissaient un bon pourboire.
Devant Suzanne, une femme s'est dressée. Ses cheveux grisonnants sont tout décoiffés. Elle s'avance et gifle Suzanne à la volée. C'est elle, c'est à cause d'elle que ma Noël et mon Jean-Michel sont partis. C'est elle qui les a dénoncés à la Gestapo. Et elle crache au visage de Suzanne. Déjà, M. Germet, le coiffeur, réquisitionné par le comité, tend sa tondeuse et les boucles de Suzanne tombent sur le sol. La foule rit d'un rire nerveux, mauvais. Laissez-lui une queue dans le cou, ça lui rappellera des souvenirs. Et Suzanne se retrouve avec un écriteau suspendu au cou. J'ai dénoncé une collègue à la Gestapo. Et c'est la longue promenade à travers tout le centre de la ville, en boitillant avec une seule chaussure, puis la prison. Suzanne l'a échappé belle. Elle aussi aurait pu se retrouver toute nue le long du mur du cimetière, avec quelques balles dans la peau. Suzanne Margerin, prenez vos affaires, vous êtes libre. On est en février 1945. Suzanne vient de passer tout l'hiver derrière les barreaux. Heureusement pour elle, le nouveau préfet a réussi à calmer les fureurs épuratoires des résistants de la dernière heure. En définitive, malgré les clameurs légitimes de Mme Laborie, personne n'a trouvé aucune trace de dénonciation signée par Suzanne. Après tout, les malheureux Laborie exterminés en déportation ont peut-être été victimes de quelqu'un d'autre. Suzanne rentre chez elle. La porte de chêne se referme sur elle. Elle ne s'ouvrira plus avant de longues années. La famille l'entoure et s'inquiète. Ça n'a pas été trop dur? Tes cheveux ont repoussé, ça te va bien. Suzanne ne répond pas. Désormais, la vie s'organise sans elle. Pas question de reprendre son travail à la poste. Dans quelque temps, peut-être. Suzanne, désormais, n'a plus pour horizon que le jardinet derrière la maison. Elle regarde la rue à travers les rideaux de macramé. La rue en pente, qui descend jusqu'au mur aveugle du Carmel, l'église, qui ne s'anime que le dimanche matin. Eulalie annonce un jour « Le fils Burillo veut m'épouser. La noce aura lieu chez les Burillo. » La famille s'y rend, mais Suzanne reste invisible chez elle. Et Eulalie part pour vivre au loin. Siméon, le plus jeune, réussit bien à l'école. Suzanne dévore les livres de classe qu'il rapporte à la maison pour faire ses devoirs. Elle l'aide, et grâce à elle, Siméon devient un brillant élève. Au bout de 15 ans, il entre même à l'université, lui aussi, quitte la maison pour aller vivre au loin. « Madame Margerin, venez vite, votre mari a eu un accident. » Camille, la mère, quitte son tablier, se précipite à l'hôpital avec Albert, le fils aîné. Le père est là, bien vivant, mais la jambe prise dans le plâtre. Une mauvaise chute depuis le haut d'un poteau. Le bassin est atteint. Désormais titulaire d'une pension, il ne quittera plus guère le 16 de la rue du Carmel. Et il est plus souvent couché que debout. La mère se demande ce qu'elle a fait au bon Dieu pour mériter ça, à moins que quelqu'un ne lui ait jeté un sort. Désormais devenue méfiante à l'égard du monde entier, elle ne croise plus personne dans la rue sans faire le signe de croix, sauf bien entendu quand elle croise le curé. Mais les Margerins ne fréquentent pas l'église, pas plus que le reste. Je viens vous déclarer le décès de mon père. C'est Albert qui s'est déplacé pour cette pénible démarche. Il est mort lundi. Oh, l'employé rouspète un peu. Vous auriez pu vous y prendre plus tôt. Qu'est-ce qui vous a pris d'attendre 5 jours pour venir? Albert hausse les épaules. J'avais d'autres choses à faire. Faut dire que c'est lui qui se charge de tout, en dehors de ses heures de travail. Les courses, le jardin, etc. Siméon est loin. Eulalie ne donne plus de nouvelles. Son mari écrit qu'elle fait un séjour à l'hôpital psychiatrique. Ses nerfs ont craqué. Suzanne continue à lire et à regarder la rue vide à travers les rideaux. Quand quelqu'un passe, elle se met en colère. Encore un qui vient m'espionner. Ça leur suffit pas de m'avoir tondu? Ils veulent savoir ce que je deviens? Suzanne écrit à Siméon. Reviens, ta place est auprès de nous. Siméon, docile, abandonne ses études supérieures de chimie et vient lui aussi s'enfermer derrière le 16 de la rue du Carmel. Il gratte le jardinet qui fournit des légumes. Albert, il faut que tu ailles à la mairie chercher ce qu'ils nous doivent. Albert s'en va, mais pas question de s'arrêter sur le chemin du retour pour boire un coup au bistrot. La première fois où il s'y hasarde, il trouve Suzanne et Siméon qui l'attendent de pied ferme. Toi aussi, t'es avec eux. Tu vas leur raconter ce qui se passe ici, hein? Eh bien, ça t'apprendra. Et Albert reçoit un grand coup de crosse de fusil dans les côtes. C'est Suzanne qui tient l'arme. Siméon, lui, brandit une Remington pour la chasse au sanglier. Depuis la mort du père, la famille a ressorti des placards tout l'armement familial. On ne sait jamais s'ils allaient revenir
Et cette fois-ci, même 20 ans plus tard, Suzanne n'est plus décidée à se laisser traîner sur l'allée des Platanes pour y être à nouveau tondue. Alors, histoire de vérifier si les armes fonctionnent bien, les margerins entr'ouvrent parfois leurs fenêtres et tirent sur le mur d'en face, celui du Carmel. C'est le couvent qui est propriétaire de leur maison. Ces margerins, ils sont bizarres. La fille a été tondue à la Libération. C'est une drôle d'affaire. Mais c'est tout. Une fois de plus, Albert se déplace pour aller à la mairie. « Je viens vous déclarer le décès de ma mère. » Et à nouveau, l'employé proteste. « Mais enfin, vous exagérez. Vous attendez une semaine pour déclarer la mort de votre pauvre maman ?» Le médecin qui vient constater le décès parvient à pénétrer dans la maison. La mort est naturelle et il repart. Rien à signaler. 10 ans vont encore s'écouler. Les margerins se contentent de recevoir leurs provisions dans une sorte de sas qu'ils ont aménagé entre la porte d'entrée et celle de la cuisine. On ne voit plus que Siméon qui a de plus en plus l'allure d'un homme des bois. Albert, lui, est devenu complètement invisible. Suzanne, elle, se contente de pousser des cris perçants dès qu'elle est contrariée. Personne ne l'aperçoit. Les insultes pleuvent sur ceux qui passent sous les fenêtres, et les projectiles divers leur tombent dessus. Les plus malodorants font aussi partie du lot. Et les coups de fusil sur les murs, qui ne sont plus tellement rares. Il faudrait faire quelque chose. Un matin de 1983, 39 ans après la libération de la ville, les gendarmes du GIGN finissent par donner l'assaut à la petite maison étroite au 16 rue du Carmel. Et pour éviter tout drame, ils ont pris soin de se faire précéder de gaz lacrymogène et c'est le visage recouvert de masques protecteurs qu'ils pénètrent dans la maison. Le spectacle qui les attend, les clous sur place. Dans la pièce principale, Suzanne et Siméon sont couchés sur le même lit, tout habillés. Le lit, les meubles, le sol de la salle principale sont couverts de détritus, de restes de nourriture, de vieux morceaux de journaux, d'excréments. De toute évidence, pas un coup de balai n'a été donné dans la maison depuis 10 ans, depuis la mort de la mère. Mais le pire est encore à venir. Quand Suzanne et Siméon, anesthésiés par les gaz, parviennent à se lever, ils ont un mouvement pour s'emparer des armes qui sont là, toutes prêtes, appuyées le long du mur. Le fusil de chasse d'Antoine, un fusil à canon scié, une hache et la Remington pour le sanglier. Une balle est même glissée dans le canon, prête à tuer. Les gendarmes sont plus rapides qu'eux. « N'entrez pas !» D'une voix perçante sur un ton rageur, Suzanne essaie d'interdire aux forces de l'ordre l'accès à la seconde chambre du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans son masque, le chef du commando a laissé échapper une question pour l'instant sans réponse. Sur le lit en fer de la pièce voisine, un cadavre momifié, encore revêtu d'un bleu de travail qui part en lambeaux. Il est à demi enveloppé dans un sac de couchage taché et déchiré. La tête du cadavre, réduite à l'état de squelette, ne permet pas de l'identifier du premier coup d'œil, mais une inscription faite avec un feutre sur le pied du lit révèle de qui il s'agit. Albert Margerin, assassiné au laser et aux drogues, le mercredi 5 décembre 1979 à 14h30. Le médecin appelé à la rescousse est formel. Pas de doute, c'est Albert, le frère aîné. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus. Le décès doit remonter effectivement à 4 ans. Au pied du lit, une marguerite toute fraîche est plantée dans un verre à dents plein d'eau. Suzanne admet que depuis 4 ans, Siméon et elle continuaient en dissimulant la mort de leur frère à toucher sa petite retraite.